Elle a été bannie, accusée de sorcellerie, envoyée seule vers la mort. Mais ce que les Apaches ont fait ensuite a tout changé, oui, personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Le vent portait les murmures comme des lames. Assise au centre de la place du village, Isaline ne bougeait pas. Ses poignets étaient liés par une corde rêche. Le soleil frappait son visage sans pitié, mais elle ne détournait pas les yeux. Autour d'elle, les gens parlaient bas, mais leurs regards criaient plus fort que leurs mots. Les hommes la regardaient comme un objet de honte. Les femmes, autrefois ses voisines, reculaient, tenant leurs enfants loin d'elle. Le maire, un homme large aux yeux durs, leva la main. Le silence se fit. Il s'éclaircit la gorge et parla d'une voix forte. « Isaline Fournier, tu es accusée de sorcellerie. Depuis ton arrivée, les récoltes ont échoué, les bêtes sont tombées malades, et le puits s'est tari. Tu n'es pas comme nous. Tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. » Il se tourna vers la foule. Que la terre la juge. Il n'y eut pas de procès. Aucun témoin. Aucune défense. Seulement des rumeurs, de la peur, et un besoin d'un coupable. Isaline ne dit rien. Elle savait que parler ne servirait à rien. Leur décision était prise bien avant qu'on ne l'attache. Une jument maigre fut amenée. À ses pieds, on jeta une gourde à moitié vide et un petit sac de pain sec. « Tu prendras cette route vers l'est, » dit le maire. « Là où vivent les Apaches. Peut-être que leurs esprits auront pitié de toi. » Certains rirent. D'autres détournèrent le regard. Personne ne l'aida à monter sur le cheval. Pourtant, Isaline le fit seule, lentement, la tête haute. Elle jeta un dernier regard au clocher de l'église, à la maison où elle avait soigné des enfants, des anciens. Puis elle fixa l'horizon. Personne ne pleura son départ. Pas même elle. Elle avait déjà tout perdu, sa maison, son nom, son droit d'exister. Il ne lui restait que sa volonté. Quand le cheval avança, les insultes fusèrent. Des pierres volèrent dans la poussière. Isaline ne se retourna pas. Elle sentait le désert l'appeler. Ils l'envoyaient vers la mort, mais ils ignoraient qu'une autre vie l'attendait. Le soleil semblait ne jamais descendre. Le sol craquait sous les sabots de la jument. Chaque pas soulevait un nuage de poussière. Isaline avançait sans parler, les lèvres sèches, les yeux brûlants. Le silence du désert était profond, troublé seulement par le souffle lourd de l'animal. La jument, une vieille bête au pelage terne, portait les signes de la fatigue. Son flanc se soulevait avec effort. Son nom n'avait pas d'importance. Elle était simplement là, comme Isaline, condamnée à continuer. Isaline tenait la gourde contre elle comme un trésor. Elle comptait les heures. Toutes les 2 heures, elle s'autorisait une gorgée. Pas plus. Son estomac criait, mais elle n'y répondait pas. Elle connaissait la priorité. L'eau, pas la faim. Son père, médecin à Lyon, lui avait appris bien plus que les livres. Il lui répétait, connais les plantes. Observe le ciel. L'eau est cachée là où la vie résiste. Elle s'accrochait à ces phrases comme à une prière. Le 2e jour, la jument trébucha. Isaline descendit. Elle marcha à côté d'elle, posant une main sur son encolure, murmurant de petits mots sans sens, juste pour garder du lien. La chaleur mordait sa peau. Ses bras rougissaient. Sa gorge brûlait. Le 3e jour, elle vit au loin une tache de vert. Un arbre tordu, solitaire, aux feuilles fines. Ses jambes accélérèrent malgré la douleur. Elle laissa la jument derrière elle. Ses mains grattèrent la terre au pied du tronc. Rien. Puis, plus profond, un soupçon d'humidité. Elle creusa avec une pierre. Ses doigts saignaient. Elle ne s'arrêta pas. Enfin, l'eau. Boueuse, tiède, mais réelle. Elle but à pleine main, puis remplit la gourde. Elle revint vers la jument. L'animal était couché. Elle ne se leva plus. Isaline caressa son cou, les larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Merci, » souffla-t-elle. Elle prit la bride et le vieux tapis de sel. Puis elle repartit. À pied. Seule. Le désert semblait l'avoir adoptée. Chaque pas était une victoire. Elle n'avait plus rien, sauf elle-même. Et tant qu'elle tiendrait debout, elle avancerait. La lumière du jour devenait floue. Les rochers autour d'elle semblaient bouger, danser. Isaline glissa sur un sol de pierre et tomba lourdement contre la paroi d'un canyon. Sa tête heurta la roche. Un goût de fer remplit sa bouche. Puis, le noir. Elle reprit conscience dans un demi-sommeil. Une main rugueuse se posa sur son épaule. Elle ouvrit les yeux lentement. 3 hommes étaient penchés sur elle. Leur peau était sombre, leurs cheveux noirs attachés par des bandes de cuir. Leur visage ne montrait ni pitié, ni colère. Seulement une calme observation. L'un tenait une lance. Un autre portait un fusil ancien. Le 3e, plus jeune, se tenait plus près. Isaline essaya de se redresser, mais son corps refusa de bouger. La peur monta d'un coup, glaciale. C'étaient des Apaches. Elle le savait. Elle allait mourir, ici, dans ce canyon oublié. Elle ferma les yeux. Elle attendit le coup.
Mais rien ne va. Le guerrier à la lance s'approcha. Il tendit une main. Pas pour frapper. Pour l'aider à se lever. Son geste était lent, mais ferme. Isaline hésita, puis saisit cette main chaude et calleuse. Il la tira doucement debout. Elle chancela. Ils parlèrent entre eux dans une langue gutturale, faite de sons inconnus. Elle ne comprenait rien. Mais elle comprenait leur regard. Il voyait sa fatigue. Sa robe déchirée. Ses mains abîmées. Son visage brûlé par le soleil. Le plus jeune des trois, celui qui lui avait tendu la main, la regarda longuement. Il fit un signe vers les montagnes, puis pointa l'horizon derrière elle. Un choix, peut-être. D'où viens-tu? Où vas-tu? Sa voix sortit comme un souffle. On m'a envoyé ici, pour mourir. Ils ne comprirent pas les mots. Mais ils comprirent sa voix. Sa solitude. Son abandon. Le jeune guerrier, que plus tard elle connaîtrait sous le nom de Dakota, prononça un mot bref. Les deux autres hochèrent la tête. Puis ils l'encadrèrent sans violence. Elle suivit. Vers les montagnes. Vers l'inconnu. Vers un destin qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Elle n'était plus seule. Mais elle n'était pas libre. Elle était leur prisonnière. Le camp était silencieux. Seul le vent dans les arbres parlait. Les femmes s'étaient arrêtées de travailler. Les enfants s'étaient cachés derrière leur mère. Tous regardaient Isaline. Dakota la mena jusqu'à une hutte un peu à l'écart. Devant, un homme se tenait debout. Grand, solide, les bras croisés. Son regard était sombre, mais calme. C'était Gotcha, le chef. Il la fixa longuement sans parler, comme s'il cherchait à lire son âme. Puis, d'un geste, il désigna l'entrée de la hutte. Elle hésita. Il répéta le geste, plus ferme. Elle entra. À l'intérieur, l'air était lourd. Il sentait le bois brûlé, la sueur, la maladie. Sur un lit de peau, un petit garçon haletait. Sa peau était brûlante. Sa respiration sifflait, faible et irrégulière. À genoux près de lui, une vieille femme leva les yeux. Son regard était dur comme la pierre. C'était la grand-mère, Lozène. Gotcha entra et parla doucement dans sa langue. Puis, il regarda Isaline droit dans les yeux. Si tu le sauves, tu vivras. Sinon, tu mourras. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprit l'essentiel. Elle hocha la tête. Elle s'agenouilla près du garçon. Elle posa la main sur son front. La fièvre était très forte. Elle écouta sa poitrine. Le son râpeux était familier. Une infection des poumons. Grave. Mais pas impossible à traiter. Elle se tourna vers Gotcha. De l'eau bouillie. Des linges propres. Et des plantes. Il la regarda en silence, puis sortit. Il appela deux hommes et donna des ordres. Lozène grogna. Elle regardait Isaline comme une bête dangereuse. Elle se mit à murmurer des prières en langue apache, en tenant un petit sachet de cuir. Isaline l'ignora. Elle pensait à son père. À leurs longues heures d'études. À ses mains apprenant à soigner, à écouter les corps. Quand les linges arrivèrent, elle commença. Elle rafraîchit le front du garçon, lui fit boire quelques gouttes d'eau. Plus tard, on lui apporta les plantes qu'elle avait décrites. Elle prépara une infusion amère et fit respirer la vapeur au petit. Lozène continuait de prier, méfiante, prête à intervenir. Mais Isaline ne pensait qu'à l'enfant. Ce n'était plus une épreuve. C'était une vie entre ses mains. Le quatrième matin, la lumière entra doucement dans la hutte. Isaline ouvrit les yeux, le dos douloureux, les paupières lourdes. Elle sentit une main sur son bras. C'était Gotcha. Il ne dit rien. Il tourna la tête vers le lit de peau. Isaline suivit son regard. Là, l'enfant dormait paisiblement. Sa poitrine se soulevait doucement. Sa peau avait retrouvé sa couleur. Plus de frissons. Plus de râles. La fièvre était tombée. Isaline se leva lentement et s'approcha. Elle posa deux doigts sur le cou du petit garçon. Le pouls était fort. Elle ferma les yeux un instant. Elle ne souriait pas. Elle respirait. Enfin. Gotcha murmura quelque chose. Puis il posa sa main sur l'épaule d'Isaline. Son geste était simple. Mais dans ses yeux brillait une gratitude sincère. Il sortit sans un mot. Lozène n'était plus là. Seul le silence remplissait la hutte. Quelques heures plus tard, deux jeunes femmes vinrent chercher Isaline. Elles ne parlaient pas. Elles l'accompagnèrent vers une autre hutte, petite et ronde, près d'un ruisseau. À l'intérieur, il y avait une couverture propre, un pot en terre et quelques herbes sèches. C'était pour elle. Personne ne l'avait dit clairement. Mais c'était un signe. Elle était acceptée. Le soir venu, des enfants passèrent devant sa hutte. Ils ne s'approchèrent pas, mais ils la regardèrent longtemps. Un garçon fit un pas timide, puis recula quand une femme l'appela. Les femmes, elles, restaient à distance. Elles chuchotaient entre elles, les bras croisés. Leur regard était froid, mais moins hostile qu'avant. Il n'y avait plus de haine. Seulement de la méfiance.
Mais elle n'était plus invisible. On l'appelait maintenant autrement. Pas par son prénom. Pas par un mot étranger. Celle qui soigne. Isaline l'entendit pour la première fois murmurer par Dakota près du feu. Elle n'était plus la prisonnière. Pas encore l'amie. Mais elle était là. Vivante. Utile. Et cela suffisait. La nuit, elle resta longtemps assise devant la flamme. Elle pensa au village qu'il avait rejeté. Aux enfants qu'elle avait soignés là-bas, et aux regards pleins de peur. Ici aussi, il y avait des regards durs. Mais ici, il y avait aussi un début. Un petit feu dans l'obscurité. Le soleil se couchait lentement sur la vallée. Les derniers chants d'oiseaux s'éteignaient, remplacés par le crépitement des feux. Isaline cousait, assise devant sa hutte. Ses doigts guidaient l'aiguille sur le tissu déchiré de sa robe. Des pas lourds s'approchèrent. Elle leva les yeux. C'était un jeune guerrier qu'elle n'avait jamais vu de près. Il avait le regard perçant, la mâchoire serrée. Il s'arrêta devant elle, les bras croisés. « Tu n'es pas des nôtres », dit-il d'une voix froide. Il parlait avec un fort accent, mais elle comprit. Il la fixa longtemps, puis ajouta, « Tu apportes le désordre. Le chef ne voit plus clair. Il oublie ce que nous sommes. » Isaline ne répondit pas. Elle savait reconnaître la haine. Et celle-ci était différente de celle du village. Elle était plus directe. Plus dangereuse. Le silence entre eux était tendu, prêt à éclater. Mais une autre voix s'éleva dans la nuit, calme et tranchante. « Kenji. » Le jeune homme se figea. Gotchin s'avançait dans la lumière du feu. Il s'arrêta entre eux, droit et silencieux. « Elle est ici parce qu'elle a sauvé une vie, » dit-il. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin. « Tu parleras avec respect. Ou tu ne parleras pas du tout. » Kenji recula d'un pas, serra les poings, puis tourna les talons sans un mot. Gotchin ne le regarda même pas partir. Il se tourna vers Isaline et s'assit lentement près du feu, en face d'elle. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix basse, il dit. « Mon épouse s'appelait Aon. Elle aimait cet endroit. » Il montra le ciel où les étoiles commençaient à apparaître. Elle disait que le vent chantait plus doux ici. Il regardait les flammes, les yeux perdus dans une mémoire lointaine. Isaline écoutait sans bouger. Elle sentait que chaque mot coûtait quelque chose. Elle est partie il y a 2 hivers. Trop jeune. Trop tôt. Un silence plus profond suivit. Elle murmura, doucement. « Je suis désolé. » Il leva les yeux vers elle. Et cette fois, ce n'était plus le regard d'un chef. C'était celui d'un homme brisé, mais encore debout. Dans ce regard, elle vit une douleur familière. Et dans son propre cœur, quelque chose s'ouvrit en silence. Le calme de la vallée fut brisé à l'aube. 2 cavaliers entrèrent au galop dans le camp. Leurs chevaux étaient trempés de sueur. Leur visage était grave. L'un d'eux descendit sans attendre et alla directement vers Gotchin. Isaline, occupée à moudre des plantes avec l'Ozen, vit le visage du chef se durcir. Il écoutait sans interrompre, les bras croisés, les yeux sombres. Quand il s'éloigna, il vint droit vers elle. « Le shérif. Il vient, » dit-il simplement. Isaline sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Il a dit aux villageois que tu avais été enlevée. Que nous t'avons prise. » Sa voix était calme, mais froide. Elle comprit aussitôt. Il transformait sa propre faute en mensonge héroïque. Il levait des hommes pour une fausse mission de sauvetage. Mais en vérité, il venait pour la tuer, et pour détruire ceux qui l'avaient accueilli. « Il veut me faire taire, » murmura-t-elle. « Et prendre votre vallée. » Gotchin acquiesça. « Cette source ici, c'est la seule pour des kilomètres. Elle vaut plus que l'or. Il la convoite depuis longtemps. » Isaline baissa les yeux. Une honte sourde lui brûlait le cœur. « Tout cela, c'est ma faute. » « Non, » répondit Gotchin aussitôt. « Ça n'a pas besoin de raison. Tu n'es qu'un prétexte. » Elle releva les yeux. Il la regardait sans colère. Seulement avec une étrange intensité. « Tu le connais ?» ajouta-t-il. « Toi seul peux penser comme lui. » Il fit un pas vers elle. « Je te demande ton aide. Pas comme prisonnière. Comme alliée. » Isaline prit une longue inspiration. Elle voyait les enfants courir entre les tentes. Les femmes, déjà inquiètes. Et Gotchin, debout, prêt à protéger les siens. Elle hocha lentement la tête. « Il est orgueilleux, » dit-elle. « Il aime se montrer. Il ne se méfiera pas. Il viendra par le canyon nord. » Gotchin l'écouta attentivement, sans interrompre. Pour la première fois de sa vie, elle sentait que sa voix comptait vraiment. Non comme femme, ni comme étrangère, mais comme force. La peur était là. Mais quelque chose de plus fort naissait en elle, la loyauté. Elle ne fuirait pas. Elle resterait. La veille de l'attaque, le camp entier s'était transformé. Les femmes préparaient des vivres pour plusieurs jours. Les hommes affûtaient les pointes de flèches, nettoyaient les fusils. Les enfants restaient silencieux, blottis contre leur mère.
Même le vent semblait retenir son souffle. Isaline se tenait au centre d'un cercle tracé dans la terre. À côté d'elle, Gotchin traçait une carte avec un bâton. Elle désignait des passages, des rochers, des angles morts. Il choisira le canyon nord. Il est large, droit. Il croira pouvoir entrer facilement et se montrer courageux. Gotchin hocha la tête. Et alors, nous le fermerons derrière lui. Le plan était simple mais rusé. Pas une attaque directe. Pas une charge. Une illusion. Un piège tissé de peur. Cette nuit-là, Gotchin partit avec une poignée d'hommes. Ils avancèrent sans bruit jusqu'au canyon. Là-bas, ils laissèrent des signes. Une selle tranchée. Une arme volée, posée avec une plume noire. Une marque mystérieuse gravée dans un rocher. Des détails que les hommes du shérif reconnaîtraient. Qui leur parleraient, silencieusement. Le lendemain, à l'aube, les guetteurs revinrent. Ils arrivent. 20 hommes. Il est à leur tête. Dans le canyon, les Apaches attendaient. Cachés derrière les hauteurs. Invisibles. Isaline, elle, restait avec les femmes et les anciens, dans une gorge protégée plus loin. Mais son cœur battait là-bas, avec eux. Le shérif Brody King entra dans le canyon comme prévu. Fier. Haut sur son cheval noir. Il paradait. Mais bientôt, ces hommes trouvèrent la première preuve, une arme à eux, attachée avec une plume. Puis, une selle qu'ils reconnaissaient, tailladée. Enfin, un symbole étrange peint sur une pierre. Leurs regards changèrent. Le doute grandissait. Qu'un riait fort, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Des jeux d'Indiens, rien de plus. Mais l'air devenait lourd. Les murmures entre ces hommes grandissaient. Puis, un cri. Des rochers tombèrent derrière eux, bloquant la sortie. Un silence. Et puis, un hurlement. Un cri de guerre, long et déchirant. Puis un autre. Et encore un. Les voix venaient des hauteurs. Multipliées par l'écho, elles donnaient l'impression d'une armée. Les hommes du shérif, déjà ébranlés, se mirent à reculer. Certains criaient. Le piège était refermé. Pas par la force. Par la peur. Et la peur était une arme qu'ils n'avaient pas vue venir. La fumée s'était dissipée. Le silence tombait sur le canyon comme un manteau lourd. Les chevaux sans cavalier galopaient au loin. Les fusils des assaillants gisaient sur le sol. La bataille était terminée. Au centre de la gorge, le shérif King était à genoux. Ses poignets liés. Son regard fou, ses lèvres serrées. Autour de lui, les survivants de sa troupe restaient debout, sans armes. Leur visage était blême. Gotchin s'approcha, droit, silencieux. Derrière lui, Isaline apparut. Elle avançait lentement, entourée de femmes, droite et calme. Qu'un la vit. Il gronda, toi. Traîtresse. Tu les as choisis. Elle s'arrêta devant lui. Son regard était froid, sans haine. Juste une force tranquille. Non, dit-elle d'une voix ferme. J'ai choisi la vérité. Et la vérité va parler maintenant. Elle se tourna vers les hommes du shérif. Il vous a menti. Il vous a dit que j'avais été enlevé. Que vous veniez sauver une innocente. Mais la vérité, c'est qu'il m'a banni. Sans procès. Sans preuve. Parce que je connaissais ses secrets. Un murmure parcourut les rangs. Elle continua, je savais qu'il avait volé l'argent du village. Qu'il avait empoisonné un animal pour couvrir ses dettes. Et il savait que si je revenais, je parlerais. Alors il a voulu me faire disparaître. Un homme parmi les soldats s'avança. Est-ce vrai, K? K ne répondit pas. Il transpirait. Il jetait des regards autour de lui, comme un animal traqué. Isaline s'approcha. Elle leva une main. Je ne veux pas la mort. Pas même pour lui. Mais la justice, oui. Elle regarda Gotchin. Il hocha la tête. Alors, Isaline dicta une lettre. Elle racontait tout. Les vols. Le bannissement. Les mensonges. Chaque mot fut écrit par un ancien du camp, puis signé par les survivants eux-mêmes. Qu'un fut attaché, placé sur un cheval. Il serait remis aux autorités officielles. Pas comme un héros, mais comme un criminel. Les autres hommes, désarmés, reçurent de l'eau, un peu de pain. Ils rentreraient à pied. Portant avec eux non une victoire, mais la vérité. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes. L'air était doux, presque tiède. La vallée reprenait son souffle. Les enfants riaient à nouveau près du ruisseau. Les femmes cuisinaient en silence. Le camp vivait. Debout. Isaline était assise sur le promontoire, là où le ciel semblait toucher la terre. Ses cheveux flottaient dans le vent. Elle observait la lumière glisser sur les rochers. Elle pensait à tout ce qui s'était passé. Au chemin parcouru. À la peur. À la solitude. Et à la force qui était née d'elle. Des pas approchèrent derrière elle. Elle ne se retourna pas. Gotchin s'assit près d'elle, comme il l'avait souvent fait. Il ne dit rien d'abord. Ils écoutèrent le silence ensemble. Puis il parla.
Sa voix était grave, posée. Ton nom est clair maintenant. Tu peux partir. Personne ne te poursuivra. Tu es libre. Isaline tourna doucement la tête vers lui. Il la regardait, les yeux calmes. Il ne lui demandait rien. Il n'attendait rien. Il offrait simplement la vérité. Elle regarda la vallée. Le feu. Le peuple. Les enfants. Et son cœur, sans hésitation, répondit avant sa bouche. Je ne veux pas partir. Gotcha hocha lentement la tête. Puis, pour la première fois, il murmura. Isaline. Ce fut étrange d'entendre son prénom ainsi. Dans cette langue rugueuse, pleine de terre et de vent. Mais dans sa bouche à lui, c'était comme une promesse. Il se pencha vers elle. Lentement, il posa son front contre le sien. Ce geste, simple et ancien, valait plus que 1000 mots. Elle ferma les yeux. Elle ne tremblait plus. Elle n'était plus bannie. Elle était choisie. La femme chassée d'un village sans nom était devenue la guérisseuse d'un peuple caché. Une reine sans couronne. Une lumière discrète dans une vallée oubliée. Quand elle rouvrit les yeux, le feu du camp brillait au loin. Elle vit Nican courir avec les autres enfants. Elle vit Lozène, droite et fière, qui la regardait sans haine. Et elle sentit enfin quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle était chez elle. Que pensez-vous? Est-ce qu'un exil peut devenir un nouveau départ? Est-ce qu'on peut vraiment trouver une famille là où il n'y avait que le silence? Écrivez-le en commentaire. Si l'histoire d'Isaline vous a touché, pensez à liker cette vidéo, à la partager, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci.